Bonjour tout le monde, ici Steve Jean. Bienvenue à QCM TV Podcast. Aujourd'hui, je vous présente la dernière entrevue entièrement audio que j'ai réalisée au début de l'hiver dernier. À partir de maintenant, les prochaines entrevues vont être en format vidéo aussi, bien entendu. Cette entrevue-là, je l'ai réalisée avec Philippe Benoît à la demande générale. Philippe et Dorothée qui ont raconté une tonne d'histoires super intéressantes et super amusantes aussi. Philippe qui était machiniste, soudeur, artiste, mais avant tout mountain biker. Philippe va nous raconter sa jeunesse, son adolescence, ses premières fabrications de vélos, ses débuts comme soudeur chez Balfa et, selon lui, comment est-ce que l'entreprise, les gens qui ont travaillé chez Balfa ont amené aujourd'hui à modeler l'industrie québécoise du vélo. C'est vraiment très intéressant de voir son point de vue interne comme ça, de savoir qui a travaillé chez Balfa, où oui, les gens sont rendus et qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui au niveau des entreprises qu'on connaît bien. Philippe va nous parler de son époque où il a demeuré et travaillé à Whistler, de sa blessure qui l'a laissé marquer. Ensuite aussi de l'époque où il a travaillé chez Cycle Expresso. Et selon lui, comment l'industrie, les changements de standards dans l'industrie du vélo ont mené à la fermeture de l'entreprise Brommontoise. Point de vue vraiment intéressant. Encore plus d'histoires, bien sûr, à venir. Alors, mais avant de commencer, je tiens à remercier mes partenaires, donc le CNCB, le Centre national de cyclisme de Bromont, Cycle LM de Saint-Jean-sur-Richelieu et Candiac, et mon ami Gabriel Rancourt et sa chaîne YouTube Gabriel Rancourt Cycling. Alors, sans plus attendre, place à Philippe Benoît. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Hey, bonjour, bonjour. Ça va bien Philippe? Très bien, merci. Toi, ça va? Ben oui. Hey là, on est en début d'hiver. Belle neige autour. T'as commencé à faire du fat bike, je pense? Que oui. Oui. Fait que ça commence bien la saison. On a de bonne humeur. Très bonne humeur, oui. Les trails sont magnifiques, on a beaucoup de plaisir. Oui. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, on pourrait dire, ben tu sais, tu es un passionné de vélo de montagne depuis très, très, très longtemps. Tu as travaillé dans l'industrie. Puis là, ben, tu as un hobby, en plus de ton travail à temps plein, qui tu travailles dans l'industrie. Fabrication. Fabrication, c'est ça. Ouais. Aéronautique, médicale. C'est ça. Mais là, tu as comme hobby, maintenant, tu fabriques des vélos pour toi, ta femme, tes amis, un peu. Oui. Puis, tu es un artiste. Merci, oui. Oui, hein? Ça m'a été long, ça m'a pris du temps à l'admettre, mais oui. Écoute, je pense qu'on pourrait d'abord, j'aimerais ça que tu me parles de toi, dire un petit peu dans ton enfance, comment tu as commencé, quand tu es mis en contact avec le vélo, et puis qu'est-ce qui t'a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui, là? D'accord. Je pense que j'ai eu le vrai coup de foudre, là. Ça a l'air épais, mais j'avais à peu près 6 ans. Mon beau-père nous avait acheté des BMX à moi et ma sœur au Club Price. J'avais un petit VMX chromé avec des pads bleus, puis il a sorti ça de la valise de sa Camaro, ben, avec la fenêtre là, en arrière. Puis là, j'ai embarqué dessus, j'ai donné 2 coups de pédale, puis j'ai lâché les poignées. Oui! Je me suis pété la gueule. Mais j'avais pogné quelque chose. Je savais que ça serait pour durer. Hey, c'est drôle quand même que le moment que le BMX a pu modeler notre enfance, puis comment ça, créer des mountain bikers, parce que aussi je suis de l'époque des BMX. Ben, la gang des BMX. Ouais, ben, c'était avant, les BMX c'était là avant que les vélos de montagne existent, puis c'était ça qu'on servait pour aller rouler dans un trail, dans la boîte, puis... C'était facile, il y avait rien à briser. Ah ouais.
Ça, c'était donc ton enfance dans les années 70. Ah non, pas tant que ça. 80. 80. Excuse-moi. Oui. Toi, tu demeurais où quand t'étais jeune? J'ai déménagé beaucoup. J'ai grandi dans les Basses-Laurentides. Ben, j'ai commencé à Montréal, j'ai déménagé dans les Basses-Laurentides, puis éventuellement, je suis allé à Saint-Placide. On a fait beaucoup de spots. Ah oui. Puis le mountain bike, c'est arrivé à quel moment? C'était un peu plus tard ton adolescence? C'est arrivé quand j'avais 12 ans. J'avais un ami à l'école, en secondaire 1, c'était Jean-Philippe Provost. Okay. Vous avez sans doute connu, hein? Il était champion québécois en cross-country, puis très bon rider. Il m'avait montré des magazines Mountain Bike Action. Puis là, je suis tombé en amour avec les petites pièces anodisées de couleurs. J'ai dit, waouh, c'est trop hot, c'est des petits bonbons, des bijoux, j'en veux. Ah oui, hein. J'ai vu la piqûre du vélo de montagne, la deuxième piqûre. Ou la piqûre plus profonde. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'était très très à la mode des pièces colorées, anodisées. Oui, Ringley, on se souviendra. Ah, Ringley, oui. Ah oui. Il y avait beaucoup de compagnies qui sortaient. Machine Tech, Rhino. On pourrait la liste, c'est tellement long. Là. Ouais, dans ce temps-là, on était très accessoiristes sur nos vélos. Hein, Kuka aussi, c'était très funky. Hein. Ouais. Fait que dans ce temps-là, c'était, tu faisais du cross-country, c'était, la descente, c'était du vélo, c'était du vélo. Du vélo de montagne, il y avait pas de... Il y avait de la descente, mais c'était les mêmes vélos, à peu près. C'était les mêmes vélos, à peu près, exact. Ah ouais, hein. Avec des plus gros chainring, parce qu'on voulait faire comme le Kamikaze downhill, mais peut-être pas nécessairement les montagnes pour ça. Ouais. Ben ça commençait déjà à ce moment-là, fait qu'il y avait des compétitions au Québec où il y avait des épreuves de descente un peu, puis il y a des choses qui existaient. Ouais. C'est juste que moi je connaissais pas vraiment ça. J'étais pas vraiment dans le monde. J'avais une bicyclette de montagne avec mon ami Éric Poirier, on pédalait jusqu'à Oka pour aller monter le calvaire. Sinon avec mon autre ami Marc-André, on descendait le chemin Nansen au Mont-Tremblant. Puis c'était notre image du downhill là. On savait qu'il y avait des courses, mais c'était quand même étranger à nous. Ah oui, c'est ça. Ça fait que là par la suite, qu'est-ce qui s'est produit là? T'es déménagé à Montréal, je pense. Un peu plus tard. Oui. Je me suis chicané avec mon beau-père. Puis ça a donné que j'ai dû partir. Je suis allé vivre à Montréal avec mon père. Puis alors que j'explorais la ville, voir où était ma nouvelle école, il me restait des cours à compléter pour terminer mon secondaire. Puis je cherchais aussi des spots pour rider. J'étais allé vers le stade olympique. Puis rendu à peu près à hauteur de Hogan puis Sherbrooke, il y a un jeune homme qui m'a interpellé. Il dit « Hey, ton vélo, c'est le mien. Je m'en suis fait voler un pareil. » Je dis « Ben non, ça se peut pas. C'est mon vélo. » Il dit « Suis-moi, je vais te montrer, j'ai ma facture, blablabla. » Puis moi, j'étais très naïf, puis un petit peu nouveau dans la ville. Je savais pas trop où aller, puis j'avoue que j'ai pensé à me sauver. J'ai essayé de me sauver une fois, mais il est apparu devant moi tellement rapidement qu'il fait « Oh shit, ok. » Il a pas l'air trop hostile. Il avait l'air de vouloir me montrer absolument que c'était son vélo. J'ai dit « Ok, je vais le suivre. » là. Puis, juste pour encore plus détourner mon attention ou je sais pas quoi, je suis tombé encore plus dans l'une ou nostalgique. L'adresse à laquelle il m'a emmené, c'était la porte à côté de où mes parents avaient habité ensemble pour la dernière fois, qui s'étaient chicanés pour la dernière fois avant de se séparer. Donc là, j'étais comme, ouais, on est ici, blablabla. Fait que pendant que le gars, il va voir à la porte, puis il gosse après la porte, il revient me voir, j'ai pas la clé, on va passer par en arrière. J'ai été assez cave pour me faire entraîner dans une ruelle. Oh non. Puis là, il a débarqué de son vélo, puis tout à coup, il avait vraiment plus l'air gentil. Il avait l'air très hostile. Puis là, j'ai compris que, et voilà, je suis un idiot. Je me suis fait embarquer dans quelque chose, puis il va se passer des affaires, puis ça sera pas agréable. Il avait de quoi dans les mains, il serrait son poing, puis j'ai dit, fuck, j'espère que c'est pas un couteau. Il a approché de moi, puis pow!
bon coup de poing sur le bord du front. C'est « Ow! Pas cool, man! » Oh non. Puis après ça, il a agrippé les bretelles de mon sac à dos. Il m'a flippé mon sac par-dessus la tête en me projetant par terre. Puis j'imagine que c'est l'adrénaline, mais ça a réveillé le karatéka en moi. Il s'est donné un élan pour me donner un bon coup de pied en pleine face, puis j'ai bloqué le coup. Ouah! Après ça, il s'est redonné un autre swing, puis j'ai réussi à gripper son pied, le twister, puis le faire tomber, puis j'ai réussi à le maîtriser au sol. Puis, je sais pas s'il m'a pris en pitié ou s'il a eu un petit peu peur, là, mais j'ai réussi à expliquer que je m'en irais avec ma bicyclette. Puis je suis parti avec ma bicyclette. Tabarouette. Ouais, c'était pas le fun. C'était pas cool. C'était pas une T'étais- expérience très agréable. Tu faisais-tu du karaté pour vrai? Pas en tout. Ok, t'avais juste tout à coup, Monsieur Miyagi s'est parlé dans ta tête et puis... Ouais, je protégeais mon vélo. Et moi-même, du coup. Hey. Ouais, tu t'es fait une aventure, ouais, fait que ça fait un baptême de Montréal qui est assez mémorable. C'était instructif, quoique déplaisant. C'est d'être moins naïf, hein. Faut moins faire confiance. Oui, ça fait que t'es reparti avec ton vélo. Fait que là, tu t'en servais pour aller partout à Montréal, ce vélo-là. C'était la découverte de la liberté dans la ville. C'est quand même une ville où on peut aller partout à vélo à Montréal, principalement, là, surtout maintenant. On peut aller partout, mais je pense qu'il y a des spots en particulier, comme par exemple le Mont-Royal, le Stade olympique, c'est des endroits le fun à rouler. On allait rouler souvent au centre-ville. Mais ouais, c'est ça. Suite à cet événement-là, je me suis dit, ouais, je vais aller dans l'autre direction. Je vais aller vers le Mont-Royal. Puis là, je pense que j'avais trouvé un lieu de rencontre. Sur les lieux de rencontre, on s'entend, là? Ouais. Lieu de rassemblement. Mm-hmm. Ça a l'air moins Tinder, hein? Fait que sur le bord des statues, il y avait un petit jump, puis les bikers ils se rassemblaient là, puis bon. C'est là que j'ai connu un François Pépin. Puis il était sympathique, lui, il avait pas l'air hostile. Puis j'ai essayé de me faire ami avec. Puis, des fois, on allait rouler dans la ville, il connaissait tout le monde. Fait que du coup, ça a été un peu plus facile de faire la connaissance des autres bikers de la communauté, si tu veux. C'est là que j'ai rencontré Guy Roberge, Michel Jacques, Patrick Godin. Je voyais aussi souvent François Soucy puis Hugo Bardou. Les autres, ils allaient plus monter le chemin des calèches, mais c'est ça. Puis tout le monde avait des morceaux Underworld. Des beaux petits morceaux anodisés. Puis là, j'ai comme, hey, c'est quoi ça? Je connais pas ça, moi. Fait qu'on m'a parlé de la porte à bicyclette. Puis j'étais allé découvrir ça. Puis Mais ça, les pièces Underworld, c'était une compagnie canadienne, ça? c'était la porte à bicyclette qui faisait. Ah en oui! fait, il y avait des pièces qui étaient brandées, mais ils faisaient des headsets. C'est Rhino, justement, qui faisait les pédaliers. Les moyeux, je suis pas certain. OK. Il y avait des brake boosters, puis... OK. Fait que, il était là-dedans, je me rappelle pas. Je me rappelle des pièces, parce que sur les Balfa, à un certain moment, c'était très populaire, là. Ben, tu sais, eux aussi vendaient du Balfa, là, la porte à bicyclette. OK. Fait que c'est le même que t'es rentré en contact avec cette boutique-là, cette brand-là. Ouais, ben, j'allais clencher toutes mes payes, là, quand j'ai eu ma première job chez Circas. Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais des tests de dureté. Je faisais un petit peu de redressage. C'était intéressant comme compagnie. J'avais essayé de travailler dans le monde du vélo un peu avant ça, mais c'est ça. Là, j'avais eu ce job-là. Puis on faisait beaucoup de stock pour Boeing, pour Lockheed Martin, Missile System. Puis on faisait des sections de missiles pour Rafael, une compagnie d'armement israélienne. OK. On faisait les devants on faisait les systèmes de cible et vision pour les hélicoptères Apache. Wow. Ça, c'est méchant, l'hélicoptère Apache. Oh my God! Tu vas pas rencontrer ça, là. Non, hein? Ouais. OK. C'est intéressant. Ouais. Fait que, puis là, tu sais ça. Fait que, tu travailles dans l'industrie, la fabrication, mais à ce moment-là, t'avais pas encore pris de formation comme soudeur? Pas encore. Non. Ça, c'est arrivé, l'année suivante. L'année suivante. Ouais, l'année suivante. Mais,
Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu disais que tu tripais sur des pièces on the web. Tout, est-ce que t'avais changé de vélo? T'étais-tu déjà, parce que là, on commençait à avoir de plus en plus des vélos, dédiés au downhill, là, il y avait des compagnies, qui commençaient à en être. Puis, est-ce que Balfa existait déjà à cette époque-là? Oui. Ouais. Puis, je m'étais acheté un Fose Weasel. Ouais. J'avais vu les Balfa chez la porte à bicyclette, mais depuis que j'étais kid, là, j'en voulais un Weasel. On les voyait beaucoup au Extreme Game, là. Ils faisaient des genres de dual slalom, puis il y en avait tellement souvent, là. C'était tellement beau, le Swinium poli en aluminium. Ouais, c'est ça. Fose, il y avait souvent cette thématique-là de couleur, le frame rouge, puis le triangle arrière chromé. C'est ça là que j'avais. Ouais. Il y avait un LTS, celui qui ressemble à une Jackson Flying V, là. Mais j'avais un petit penchant pour le Weasel. Ouais, hein. Ben ça aussi, c'était pas un gros brand. C'était quand même une compagnie qui était niche, mais c'était quand même assez petit. Je pense que oui. Il était très connu, mais... J'imagine qu'en Californie, ça devait être pas mal plus gros qu'on pourrait le croire. Ouais. Ben c'est ça, on en reparlera aussi, mais peut-être dans l'industrie du vélo en tant que tel, comparé au reste des industries de tout type, c'est quand même une petite industrie. Les usines sont jamais très très grosses, le nombre d'employés, puis les chiffres d'affaires aussi, c'est pas pareil que si tu fabriquais, par exemple, comme toi, tu disais, des pièces pour des pièces aux hélicoptères ou des trucs comme ça. C'est pas le même volume. Non, hein. Ouais. C'est pas les mêmes marges. Les marges de profit sont pas les mêmes non plus. Ah oui. OK, ça fait que donc là tu te mets à faire le tour des boutiques comme toutes les malades de l'époque. Puis nous autres on cherchait tout ce qui était nouveauté, puis on voyait des magazines, on essayait de voir si on pouvait le trouver en magasin, puis Ouais, j'ai fait beaucoup de boutiques dans le but de chercher du travail avant de voir mon travail. Ouais. Mais après ça, j'allais pas mal juste chez la porte à bicyclette. J'étais timide, puis réservé, introverti, les petites voix, puis la présentation devait pas super être bonne, là, mais j'ai une petite histoire qui... Ah oui, c'est mon oncle qui me l'a raconté plusieurs années après. Quand j'avais environ 16 ans, j'étais allé chez Bob Cyclo. OK, c'est où ça? C'était à Sainte-Thérèse. Je pense que maintenant, c'est rendu un Kilico. OK. Pas certain, ça fait longtemps de ça. Bob Cyclo, c'était l'ami à ma grand-mère jadis. Mon oncle a travaillé là à cette époque-là. Fait que j'étais allé le rencontrer pour voir, me dire bonjour premièrement, puis voir s'il y avait du travail, et qu'il était avec un de ses collègues, puis blablabla, je leur parle. Quand je suis sorti, ça a l'air que l'autre il aurait dit il travaillera jamais ici, ce petit Chris-là. Puis peu après, quand j'ai fait mon cours de ciseaux, je m'étais fait une bicyclette. Puis j'étais allé les voir pour me procurer un vieux cadre brisé. Question de récupérer les tubes pour me faire ma bicyclette. Puis j'ai fait la bicyclette. Mon gros bike de DH. On pourra, j'ai des photos de ça qu'on pourra les mettre sur le Facebook, l'Instagram. Là. Fait j'étais retourné le montrer, mon vélo, puis c'était pas pour faire mon show-off, là. Moi, je savais pas que j'étais catalogué comme un petit Chris. C'était juste pour montrer que j'avais fait ça. Depuis que j'étais gosse, que je tripais dans mes agendas de secondaire, je dessinais des bikes, puis le collègue, ça a qui rêvait de faire des bicyclettes, puis qui en parlait souvent, qui ferait des bicyclettes, puis blablabla. Fait que là, il checkait mon bike, il faisait checker ça, checkait si c'était rigide, puis je pense qu'il y avait eu une petite leçon. C'était pas, je voulais lui donner une leçon, mais l'habit ne fait pas le moine. Le petit Chris venait de faire un gros Chris de bike très fonctionnel. Ah oui, parce que déjà, tu sais, c'était vélo de descente, double suspension, avec des angles vraiment super slack, high pivot. Y avait-tu 2 chaînes? Il y avait 2 chaînes, oui. 2 chaînes. Ça avait pas coûté cher en plus, j'avais découpé un vieux Rockhopper pour le faire. Tout ce que ça m'avait coûté, je pense, c'est acheter un boîtier de pédalier chez Magnoni pour faire le pivot du haut. Puis de l'arrière, c'était de l'acier de construction. OK. Oui. J'avais fait machiner un axe chez Lindax à Montréal, puis le bonhomme, il me l'avait même pas chargé. Hein. C'était super sympathique. Ouais, fait que c'est même que ça a commencé. Ça a commencé. La passion pour la fabrication des vélos. Ben, comme je disais, c'était un rêve depuis longtemps, là. Sauf que là, on venait de passer à l'acte. Puis, tu sais, je disais que c'était un peu à cause de ça que j'étais rentré chez Balfa, parce que
J'étais allé le montrer à Jérôme, mais en y repensant, là, je pense que c'est plus Dominique Forcier, avec qui j'ai fait la connaissance chez la porte à bicyclette, qui m'aurait introduit indirectement à Balfa. Ouais. Parce que je pense qu'il était coloc avec Fred, puis il savait que je faisais mon cours de soudure, puis on parlait souvent, puis... Et voilà, un jour même, c'est lui qui m'a appelé. Si je me souviens bien, là, c'est lui qui m'a appelé pour me dire que Balfa était à la recherche d'un soudeur, puis qu'il aimerait ça me rencontrer pour passer des tests. Ah oui. Mais tu sais, je me rappelle quand j'ai interviewé Jérôme, il m'avait dit que Jérôme, qui était un des propriétaires de Balfa, qui m'avait dit qu'il se rappelait clairement du moment où il t'avait rencontré, puis il avait vu ton vélo. C'était peut-être pas au même moment, là, mais que c'était les images étaient très claires encore de sa mémoire. Là, ouais. C'était ce moment-là, là. Ouais. C'était dans ces semaines-là. Moi. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es rentré chez Balfa comme soudeur. Comme soudeur, ouais. Puis fait que t'as commencé à travailler. À ce moment-là, c'était quelles années environ, te rappelles-tu? C'était fin 99. Okay. J'ai commencé en 2000. OK. Ça fait que les vélos déjà étaient déjà bien connus. Le BB7 était existant. Ouais. Pas mal assis comme design là. Il a évolué un petit peu par la suite là, mais pas tellement. La forme a changé légèrement. Je pense qu'il y avait besoin d'un soudeur parce que les premiers, tout ce qui était en aluminium, c'était De Vinci qui le faisait. Ah oui. Ah ok. Ouais. Fait que là à ce moment-là, leur intention c'était de ramener la production à Montréal pour leur cadre. Ouais. Ok. Fait que puis là t'étais-tu ça comme soudeur ou si vous étiez une équipe? À ce moment-là, moi je soudais les triangles avant en aluminium. Je soudais un petit peu d'acier, mais j'étais vraiment poche. J'avais beaucoup de difficultés. Puis c'est Fred qui soudait l'acier. J'avais pas encore atteint la finesse, là. Fred, il m'a beaucoup éduqué là-dessus. Faut que tu fasses les plus petites soudures que tu peux. Puis moi, je faisais des soudures, c'était crotté, là. J'étais pas bon. Ah. Ça m'a pris du temps à développer cette finesse. Cette finesse-là. OK. Mais pourtant, tu sais, j'ai toujours cru que l'aluminium était plus dur à souder que l'acier. C'est pas nécessairement vrai, dans le fond, c'est une question d'habitude. C'est relatif, là. Une question d'habitude, ouais. C'est juste que, mettons, sur l'aluminium, t'as pas une décoloration avec la température. Du coup, ton bain de fusion, c'est un peu plus difficile de savoir où tu te situes dans la température, si t'es sur le bord de défoncer ou si t'es en contrôle. OK. Mais je venais de faire mon stage en soudure chez Ahmed Casting, puis j'avais fondu de la rod en masse. Là. Donc t'es sûr, là, t'avais l'expérience en aluminium déjà. Ouais. Là, c'était ta force là, en partant. Oh ouais, c'était tout frais, là. Et puis, c'était comment à cette époque-là, de travailler chez Balfa? C'était divertissant. Ouais, c'était divertissant. Ouais. Je pense qu'on était une gang de personnes très, très passionnées. Du coup, les émotions étaient très intenses. Autant quand ça allait bien que quand ça allait moins bien. Puis... C'était plus comme une petite famille, là? Oui, tout à fait, parce qu'on c'était pas juste on finissait notre chiffre puis on se voyait plus, on faisait des activités ensemble, on raidait ensemble, on clubait. Ouais, c'est arrivé. Et puis il y avait des moments pas sérieux là. Les vendredis, des fois, on allait manger à la brasserie, puis oh my god, on se partageait des pichets, puis en sortant, c'était le petit pétard, puis my god. J'ai dû en faire des graphings sur des bikes. En tout cas, j'ai souvenance de voir un peu flou puis d'assembler des bikes. Puis on écoutait du Motorhead très très fort ou du Black Sabbath puis c'était très festif. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis mais aussi à cette époque-là, tu sais, la communauté était très comme je disais, la communauté autour de Balfa était très fière, était très soudée. Tissé serré, il y avait des athlètes, des amateurs, tu sais, c'était comme une compagnie québécoise qui était iconique déjà. Je sais pas si ça paraissait pour vous autres, mais tu sais, c'était comme c'était le vélo de rêve de beaucoup de riders. Là. Ben, je pense que oui, les gens s'identifiaient beaucoup à Balfa. Le CF était très élevé, le cool factor. Ouais, le CF, puis, ouais. Je pense surtout que c'est dans l'attitude la philosophie de la compagnie.
comment dire, la compagnie pas trop sérieuse, qui se prenait pas trop au sérieux, mais qui était capable de remplir des podiums, puis avec des designs avant-gardistes, simples, puis très efficaces. Ouais, hein. Ben, si, là, on parle, j'ai mentionné le BB7, là, mais il n'y avait pas seulement le BB7, là. Il y avait d'autres, des super vélos, tu sais. Le nouveau riche, c'est peut-être pas le bike le plus simple, là, mais à mon avis, c'est le bike le plus hot de tous les temps, là. Oui, tu sais, puis tu sais... La présentation, tout, ça a l'air d'un tracteur de compétition. C'est fou, là. Un tracteur, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais c'est motoresque. Oui, hein. Puis c'est, tu sais, ça a pavé la voie pour beaucoup d'autres brands. Là, on regarde, là, maintenant, c'est le nouveau Pivot, là, qui est un petit peu pas mal inspiré de ça. Il y a d'autres compagnies aussi qui reviennent avec des petits points qui ont été recherchés, là, de cette époque-là. Tu sais, je sais pas s'ils sont directement inspirés, mais je pense que ça a bâti un peu... Ils doivent avoir vu le nouveau riche avant de faire ça. Probablement, hein. Ah, écoute. Oui, il y avait toutes sortes de vélos super trippants. Tu sais, t'avais le Two Steps qui est arrivé un peu plus tard, qui est un pas pire nice bike de freeride. Ouais, je l'ai bien aimé. Il y avait un vélo de cross-country, je me rappelle pas aussi, qui était pas pire, là. Trail plus que cross-country course, hein. Le Bel Air. Ouais. Là aussi, j'ai beaucoup aimé. C'était lequel ton vélo préféré, là, à cette époque-là, quand tu travaillais là? J'aimais beaucoup le Bel Air puis le Minuteman. Le Bel Air, hein? Le Minuteman qui était le bike de street. Ouais. Ou qui était, assez iconique aussi, moi. Ouais. Puis j'aimais beaucoup le nouveau riche aussi. Ouais. Sauf qu'il était un peu pesant pour mes besoins. Les années suivantes, je m'en suis fait. Je les ai allégés un peu. Pour tes besoins. Pour mes besoins. Ouais. Là, à cette époque-là, là, tu raidais beaucoup. Donella, principalement. Ouais. Là, il y avait toute une gang, là. Tout le monde raidait. T'avais des athlètes qui faisaient partie des équipes Balfa. Il y en avait juste une, je pense. Hein. Il y avait l'équipe officielle, là, avec les providers. Il y avait les B-teams, là. Ouais. Il y avait un peu partout. Fait que là, tu voyageais avec eux autres aussi des fois, ou tu allais raider dans la région. Je roulais beaucoup à Tremblant. Ouais. J'aimais beaucoup aller à Tremblant. Ça, je pense que c'était encore un petit peu de nostalgie d'enfance, là. Mon grand-père avait fait un chalet en bois rond à l'Annonciation, Conception. Quelque part très creux. Fait que j'aimais beaucoup aller dans les Laurentides, ça me faisait penser à ça. Puis rider le Mont-Tremblant, c'était une grosse montagne, puis il y avait pas beaucoup de monde, c'était juste parfait. Il y avait pas autant de sentiers non plus, mais je me sentais vraiment dans la forêt, dans la nature. J'aimais beaucoup ça. Ah, c'est cool. J'étais très triste quand ça a fermé. Ah, ben là, comme beaucoup de monde. Puis, je me suis longtemps demandé si c'était quoi les facteurs, parce que je me disais, tiens, ça aurait été une belle montagne à exploiter à ce moment-là. C'est revenu plus tard, là, mais je pense que il y avait aussi une question de l'image qui était projetée par les mountain bikers, peut-être, comme nous autres, ça faisait partie de cette communauté-là, à cette époque-là. Les Weekend Warriors, peut-être nonchalants, non propres. Ouais, c'est ça. Bruyant. Puis Tremblant, elle présentait une image, tu sais, de resort, les gens arrivaient de jouer du golf, puis aller là pour magasiner, puis de voir les gens arriver plein de bouettes dans le village, peut-être, je sais pas, hein, je me suis longtemps posé la question, là. C'est sûr que ça a un rapport. Peut-être que l'entretien des pistes aussi coûtait, parce que tu sais la chaise elle roulait, c'était pas ça roulait pour les touristes. Hein. C'est pas le coût d'opération de la chaise tant que ça. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est à ce moment-là que t'es parti avec la vanne de Balfa dans l'Ouest canadien la première fois. Ça c'était en 2003. Tremblant avait fermé en 2000 ou 2001. OK. Mais oui, ça c'est au moment où Jérôme, Fred et Guy ont été remerciés. Ah oui, parce que autrement, je pense que c'est Guy qui serait allé. Hein. Ben, faudrait expliquer qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est-tu au moment où ça a été racheté par ProCycle, Balfa? Ça a été vendu? Balfa avait été acheté par ProCycle, je pense, autour de 2001, parce que je me souviens qu'on commençait à envoyer des camions de vélos à la peinture chez ProCycle.
Je pense que ça a commencé un peu comme ça. Puis, éventuellement, on a déménagé dans des locaux plus grands, je pense en 2002. Puis en 2003, il y a eu le remerciement de Fred et Jérôme. Okay. Tu sais, moi je pense que dans des grosses entreprises, c'est mon opinion, dans des grosses entreprises comme ProSic, tu sais, naturellement, ils sont là pour les dollars, hein, pas parce que c'est des triples de bike. Quand les objectifs financiers sont pas atteints, ben il y a des têtes qui tombent. Ouais. Sauf que là, ProSic a coupé la tête de l'entreprise, littéralement. Qu'est-ce qui était la locomotive de Balfa, dans le fond, a été enlevée directement? Ben, exact. Là, Fred Jérôme était grandement apprécié et respecté dans le monde du vélo. Les gens, comme on disait avant, les gens s'identifiaient à ça, puis il y avait un sentiment d'appartenance. Que la nouvelle a été très mal reçue, puis suite à ça, ça l'a planté. Hein. Ouais. Ça a roulé une autre année, mais c'était clair qu'il n'y en aurait pas un autre. Ouais. Ah, c'est dommage, j'entends. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que là, tout est resté là quand même jusqu'à la fin, chez Balfa ProSic. Je suis resté jusqu'à la fin, oui, parce que je voyais mal qu'est-ce que... J'aimais ça, faire des bicyclettes. Hein. Je voyais mal qu'est-ce que je pourrais bien faire. Puis c'est mon ami Eric Alain qui me disait qu'il s'en allait travailler chez Evolution à Whistler. Puis il partait avec sa copine, avec Alexandre Chicoine, puis Éric Fortin irait sûrement les rejoindre. Moi aussi, je vais y aller. OK. Et j'étais allé, je me suis magasiné un camion, puis vu qu'on avait été mis à pied, ben, on avait un peu de chômage, puis ça me donnait la chance d'avoir un peu de temps devant moi pour me réorganiser. Ouais. Je me suis magasiné une van. Que t'as gentiment baptisé ta boîte à caresses. La boîte à caresses, c'était clairement ça, là. Je les avais magasinés un peu, puis c'était alentour de 1500$ pour des camions vides avec rien à l'intérieur. Wow. À un moment donné, on voit ça passer, 500$. OK, il doit avoir une crosse. Je vais l'avoir. Tout l'intérieur est en velours, puis en cuirette capitonnée rouge, avec une grosse banquette en U dans le fond. Ouh là là. Wow, c'est bien cool, ça! C'est quoi la trappe? Là, il me dit, il y a un trou dans le plancher, là, t'infles un bout de tôle, puis sinon tout est fonctionnel. OK. Je l'ai acheté. Ah oui, c'est ça. Là, dans le fond, pour toi, il n'y a pas de problème. Une coupe de tac de soudure, puis bingo. Ouais. Tu sais, l'exhaust coulait à l'avant. Il était percé à l'avant. On a réparé ça. On a rafistolé une coupe de bébelle. J'ai réorganisé, recyclé le mobilier pour le transformer en camper et non en van de party. Puis voilà. Je me suis acheté un Atlas Michelin, puis je suis parti dans l'Ouest, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas des applications, puis Google Maps, là, c'était la carte en papier. Ah ouais, un lighter, puis des post-it, puis let's go, on se fait un itinéraire. Voilà. Fait que t'es monté en van dans l'Ouest. T'es allé où en premier? Puisque la première fois, j'avais pris la Transcanadienne avec Eric, là... Ça, c'était Éric Fortin? Éric Alain. Éric Alain, OK. Ouais. Je suis parti un peu plus au nord. J'étais arrivé, je voulais aller à Jasper. Michel Jacques m'en avait assez parlé que j'avais envie d'aller voir ça. Puis effectivement, Jasper, c'est beau. Ouais, hein. Puis j'ai pris le chemin entre les Rocheuses de Jasper jusqu'à Banff, là, puis quelle magnifique route. La route des glaciers, je pense, c'est ça, là. C'est super, là. Ouais. Ah oui. Toutes les montagnes, là, c'est très, très, très beau. Fait que c'était-tu la première fois que t'allais dans l'Ouest? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois? OK. J'étais allé en 2003 pour faire la tournée des événements avec Eric. OK. Avec la tasse, ouais, avec Balfa. Ouais, avec la van Balfa. OK. Nice. Fait que là, donc un peu plus tard, là, c'était ta van, tu t'en vas dans l'Ouest, donc tu déménages là. Qu'est-ce que tu vas faire? Au début, c'est juste pour triper, quoi, ou tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire trop? Non, moi, juste dans le but de travailler un peu, là. OK. C'est le paradis du bike, là. Ben oui. Je me suis trouvé un emploi à la montagne. À Whistler même? Ouais, à Whistler même. Okay. J'ai pris ce qu'il y avait de disponible, là. J'aurais aimé ça travailler à la maintenance des chaises ou... ce qu'il y avait disponible, c'était Trail Crew, puis c'était l'entretien des pistes de ski, pas les pistes de vélo. OK. Je me suis essayé. C'était intéressant. C'était très physique. Ouais.
J'ai travaillé à la neige ensuite, maintenance de neige, mais c'est un job... j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai appris toutes les choses que tout homme devrait savoir. Comment opérer une chainsaw, comment conduire une dameuse, comment chaîner un pick-up pour aller jouer dans la neige. Wow. Fait que le trail crew, on faisait de la débroussailleuse, on mettait des billots par-dessus les ravins. On défaisait des camions de belle de foin, on remplissait d'autres camions de belle de foin, on allait étendre du foin avec du gazon puis du fertilisant puis ouais, ça lâchait pas, c'était des grosses journées puis à la fin de mes journées, j'avais pas vraiment envie de rider, j'étais complètement explosé. Ouais, c'est ça, fait que c'était tout le travail estival pour préparer les pistes pour l'hiver. Dans le fond, pour avoir un beau fond pis tout. Fait que là, dans le fond, tout ça, ça te permettait pas de rider peut-être autant que tu voulais? Ben, je ridais le vendredi, samedi, dimanche, parce que c'était des journées de 10, mais après mes journées, là, du ça. Oh ouais. OK. Fait que ça, t'as fait ça pendant une couple d'années, quoi? J'ai fait ça un été, le trail crew. Après ça, j'ai fait la neige artificielle. Ça, j'ai aimé moins ça. J'étais pas très bon avec une motoneige. Puis c'était des gros chiffres, en plus. Ça, là, c'était des chiffres de 12 heures, puis on travaillait de nuit, puis on travaillait tant qu'il y avait du froid. Fait que ça pouvait être 8 jours en ligne. Puis, ça, c'était moins cool. Là. Après ça, j'ai réussi à rentrer sur la maintenance de la neige artificielle. Ça, c'était cool. Des fois, je partais avec le pick-up puis une soudeuse, puis j'allais réparer les canons en neige qui étaient brisés dans la montagne. Quand il était pogné dans la glace, les canons, ils sortaient assez brutalement avec les BR. Là. T'as pas la même dextérité. Les freins étaient souvent déchirés. J'allais réparer ça. Ça, les BR, pour les gens qui sauraient pas, ça, c'est les machines, là, les dameuses là, qu'on appelle, là, les grosses machines à chenilles. Ah, c'est fun, ça, se promener là-dedans. Là. Ouais. C'est des machines assez puissantes. Faites par Bombardier à l'époque, j'imagine, ceux-là. C'était Piston Bully qui avait... OK. Je pensais que c'était Bombardier qui faisait les BR 400. Oui, les Bombardiers, c'est les BR. Mais ouais, OK. Piston Bully, c'est un autre modèle. Ouais. OK. Yes. Fait que là, l'hiver, tu faisais-tu du ski ou d'autres sports hivernales quand t'étais là-bas? Je faisais de la planche à neige. Planche à neige, yes. Ouais. Quand même. Je peux pas skier suite à un accident. Là, Ben oui, c'est quoi qui est arrivé? Là? Quand tu nous racontais ça, c'était une autre histoire assez marquante dans ton parcours. Ouais. C'est ça, c'était l'été d'avant, hein, en 2003, quand j'étais allé avec Eric avec le truck Balfa. Là, là c'était la première fois que j'allais dans l'Ouest, puis moi j'aimais beaucoup le freeride. Là, puis à défaut d'être un bon descendeur, je me disais que je pourrais être un bon freerider. Chaque fois qu'il y avait des modules, ben, je m'élançais un peu en innocent. Je connaissais pas vraiment la peur à ce moment-là. Puis une journée, j'étais avec Travis, qui était le petit ami à Claire Bouchard à cette époque-là. Puis son budget, il était un peu limité. Il pouvait pas il voulait pas faire de chaise. Là. Il avait pas les moyens de faire de chaise. Il dit, c'est pas grave, on va aller pédaler, on va aller se trouver une trail cool, ça me dérange pas, là. J'ai mon petit bike. Ça, c'était où, ça? C'était à Fernie, cette fois-là. OK. Au BC, ouais. Fait que j'avais dit qu'est-ce que j'avais le goût de rider. Lui, il était ouvert à tout, puis je voulais faire des stunts, là, rider des skinny, puis des petites passerelles en bois, faire des drops, puis il a demandé au bike shop qu'est-ce qu'il y avait dans le coin, puis il est revenu avec les indications. J'ai dit, hey, on la trouvera jamais, la trail. Fait que j'ai fait plein d'erreurs d'épais ce fois-là. Là. Je ridais en flat pédale tout le temps. J'avais une paire de clips au cas où, que ça me prendrait de peut-être rouler des clips, même si j'étais pas habitué. Fait que j'ai mis les clips sur mon bike en me disant, ben là, si on est pour pédaler, là, je vais mettre mes clips. Hein. Ça va être moins chiant. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, le raisonnement est pas si bête, là. C'est pas si bête, sauf que je manquais d'entraînement pour faire ça. Hein. Fait qu'on a trouvé la maudite trail. Puis ça commençait par un skinny étroit d'à peu près 6 pouces. Ça montait environ 6 pieds dans les airs, sur une passerelle plus grosse. Wow. Puis,
Fait que là, j'étais un peu plus game maintenant que j'étais accompagné. Hein. Quand j'étais tout seul, je me gardais une petite gêne. Puis je me suis lancé pour monter la passerelle. Puis au lieu de partir comme doucement, en moulinant, je me suis donné un bon swing sur une gear un peu trop grosse. Rendu à mi-chemin, j'avais plus d'élan. Puis en essayant de sauter en bas là, pour me sauver de la situation, ben je restais un peu coincé dans ma clip. Fait que j'ai essayé de repasser mon pied par-dessus le top tube pour aller le mettre sur le pont, puis essayer de m'équilibrer, de me dégager du vélo. Puis je me suis dégagé du vélo. Le vélo il est tombé à l'envers. Puis moi, j'étais en train de perdre l'équilibre. J'ai essayé de m'agripper après le pont, mais je suis tombé sur le vélo. J'avais un palier 3 plateaux. Autre erreur. C'est comme rider avec une sironde. Allô, le cave. Je me l'ai rentré dans le mollet. Derrière le genou, mais comme dans un angle à peu près à 45 degrés. Du coup, là, ça m'a déchiré le mollet. J'étais rendu avec une poche de kangourou. J'aurais pu rentrer ma bouteille d'eau, là. J'aurais pu la rentrer sans que ça accroche les parois. Voilà. J'ai coupé les nerfs, les tendons. J'étais bien amoché. Ouais. C'est jamais vraiment revenu. Hein. Fait que là, vous étiez quand même loin dans le bois. Là. On était très loin dans le bois. Puis on s'est questionné très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend? Si on descend, on sait pas où est-ce qu'on s'en va. On serait peut-être mieux de remonter là où il y avait un chemin d'accès puis qu'on pourrait être plus facile à retrouver puis Étiez-vous juste les deux là d'abord? Ouais, okay. C'était juste deux. Travis m'a porté dans ses bras jusqu'en haut. Il est retourné chercher les bicyclettes. Après ça, il est parti full pen. Moi j'attendais en haut. Puis tu sais, il y a des bestioles sauvages à Fernie là, il y a des grizzlies, des cougars, des loups, des bestioles méchantes là qui aiment ça la viande. Ouais, surtout quand on n'est pas de la place, on n'est pas habitué à ça, là, ça tourne dans notre tête. Là. Oui. On a des peurs qui sont plus ou moins fondées, mais on entend toutes sortes d'histoires. Ouais. En plus, j'étais handicapé. Là. Oui. J'avais une patte grande ouverte, puis... Hey, ça doit pas être drôle. Non, puis c'est ça, c'est... Il y avait des abeilles qui commençaient, des guêpes qui commençaient à tourner autour du bobo. Je suis comme, OK, je vois pas de nid de guêpe. Eux autres, ils ont flairé le sang. Là, c'est sûr que là, j'étais un repas facile pour les bestioles. J'ai ramassé le stock, puis non, je reste pas ici, ciao! Puis tant bien qu'à mal, j'ai agrippé ma patte, j'ai rembarqué sur mon bike, puis voilà, j'ai redescendu. Puis comme de fait, l'ambulance arrivait, puis était pris dans une calvette, était pas capable de franchir la calvette. Puis ça faisait juste bien. T'as attendu longtemps en haut. Il m'a envoyé un hélicoptère. Okay. C'était ça le plan. Il m'a dit, t'as bien fait de descendre, mon pit. Ça coûte cher. À ce temps-là, tu sais, t'avais pas de cellulaire, t'avais pas moyen de communiquer non plus pour dire je m'en viens. Non. Les autres vont pas te contacter non plus. Ah ouais. Et on réalise pas aujourd'hui, hein, c'est notre époque. C'était moins safe un peu. Une autre réalité. Ouais. C'était ça. Ouais, ça fait que ça t'a gravement blessé, puis t'en as encore des séquelles aujourd'hui. Ben oui. Tu sais, quand je fais du vélo, ça paraît pas, là. Mais par exemple, je peux pas faire de ski parce que j'ai une jambe qui a pas de force dedans. Je peux pas bouger, je peux pas vraiment. J'ai pas de force si j'essaie de me tenir sur les talons. Du coup, si j'ai un ski, ben il fait ce qu'il veut. Ouais, okay. Mais pour pédaler, ça paraît à peine. Non, ça paraît. Je t'ai vu pédaler, ça paraît pas. Tu pédales dans ta barouette. C'est ça, à ce moment-là, mais t'étais pas un gros pédaleux, mais ouais, mais non. Ça paraît pas aujourd'hui quand on te voit sur un vélo. Mais peut-être dans d'autres sports, ça a un impact différent. Parce que tu me disais que aussi tu peux pas courir beaucoup non plus. Non, je peux pas courir. Parce que vu que je suis pas capable de me tenir sur le talon, justement, je suis pas capable de faire un bon mouvement rond quand je cours, et ça fait juste donner des coups dans les genoux. Puis... Ben oui. T'es quand même chanceux, tu sais, qu'après tout ça, que ton sport, ta passion soit encore accessible grâce à... malgré tout, là, cet accident-là. Ouais. Hey, écoute, on fait
un petit retour là-dessus. C'était un peu plus tard, on revient avec l'époque où tu as déménagé avec dans l'Ouest canadien avec ta vanne. Y a pas une aventure qui t'est arrivée aussi avec avec ta vanne puis un rongeur ou quelque chose. De toute façon, j'ai vu passer de quoi sur Facebook à un moment donné puis j'ai trouvé ça hilarant là. Oui, avant qu'Éric, Alex et sa copine et moi, on se trouve une maison. J'habitais dans mon camion dans un stationnement pas loin d'où je travaillais, sur Blackcomb, un peu plus haut. Là. C'est un parking qui sert pas l'été. OK. Puis il y a un rongeur quelconque qui a décidé qui emménageait dans les murs de mon camion. Puis tout le temps, là, je me faisais réveiller par Oh non. What the fuck? Tous les jours. Ça finissait par passer, mais à un moment donné, je me suis tanné, là, puis j'ai démarré le camion, puis j'allais faire des donuts dans le parking. Quand j'ai stationné mon camion, là, par le rétroviseur, je l'ai vu se sauver en courant. Ah, ils sont malades! C'était excellent. Ah, c'était un bon truc, ça, finalement. Oui. À faire avec modération. Ouais. Faut pas flipper son camion. Là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait que t'as été dans l'Ouest pendant quelques années. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? T'as décidé de revenir? Ben, entre les saisons, c'était long. Hein, à l'automne, quand le nuage arrive, ça crache dans la montagne. Après ça, c'est gris. C'est gris jusqu'à temps que le printemps revienne. Là, puis c'est un peu plate. Puis à cette époque-là, je pédalais pas beaucoup. Quand la chaise fermait, c'était pas mal fini, le bike. Ouais. Puis tu restais-tu principalement autour de Whistler ou si tu te promenais un peu puis t'allais dans d'autres régions, mettons Squamish ou tout ça? Non, pas du tout. Non. Non, je restais à Whistler, puis c'est en y repensant là, que je disais, comment ça se fait que j'ai pas fait ça? Comment ça se fait que je me suis pas promené, que j'ai pas pédalé plus? Puis je travaillais avec Kevin Phelps. Eric travaillait avec Darcy Bird. C'est les riders Chromag. Okay, je veux dire, c'est pas les occasions qui auraient manqué là, d'aller explorer. Puis, non, parce que vous connaissiez des gens, c'est ça. Puis c'était déjà un endroit connu parce qu'on a voyé des films et tout. Là, ben oui. Ouais. Mais les trails que j'avais roulés ne m'avaient pas donné beaucoup l'envie. Okay. J'étais pas allé assez haut en altitude. Là. J'avais roulé des petits trails qui étaient du viraillage avec des petites slabs. Puis, j'avais mis une fourche Z1 sur mon Bel Air. Ça l'avait faussé un peu. Ça avait faussé la géométrie. La fourche était faite haute. Puis pour pédaler, ça allait un peu moins bien. Puis leur dispositif pour la barrer, c'était nul. Là. C'est fait pour grimper des longs chemins d'accès. Là. Ouais. Parce que c'était comme un crochet ou je ne sais quoi qui accrochait le spring. Puis à chaque fois que tu prenais un impact, ben la fourche calait jusqu'à se ramasser complètement écrasée. Puis c'était absolument inefficace. OK. Puis je préférais prendre mon bike de downhill qui était single speed là, à comparer. Ah oui. Sauf que faire des grosses rides avec ça, c'était moins le fun. Là. Puis j'avais ma grosse brace en plastique suite à mon accident. Fait que ça allait très mal pédaler avec ça. Ça me rentrait dans le derrière de la jambe. Là. C'est une des raisons pourquoi je pédalais pas finalement. Ben oui. Ah, je comprends. Ça fait que bon, là, à un moment donné, tu t'es aperçu, c'est ça. Tanné, l'automne, le printemps, c'était long, c'était plate. Ouais, c'était long. À la neige, à la maintenance de la neige, à toutes les années, ils pouvaient offrir des formations de mécaniciens industriels pour avoir de la relève. Et on m'avait offert la formation. Je sais pas à quel point j'aurais été game d'aller à l'école à Vancouver en anglais. Puis j'avais travaillé comme helper aussi parce on aidait différents services. J'avais travaillé comme helper pour un monsieur qui soudait les pipelines, les lignes de neige, puis j'avais trouvé ça intéressant. Le monsieur était très très bon. Fait que ça m'avait inspiré à peut-être aller faire mon cours de haute pression puis revenir après pour plus faire ce genre de choses-là. Parce qu'il aurait ouvert des portes dans d'autres sphères de l'industrie comme soudeur. Ouais. C'est ça, ouais. Sauf que c'est ça, je commençais à être un petit peu tanné, puis justement la température là, ça faisait mal là, c'était très drabe. Gris, froid, puis ouais, parce qu'on pense à Whistler comme étant, tu sais, toujours des conditions parfaites, mais c'est
pas toujours le cas, effectivement. C'est très aguerri au printemps et à l'automne. Là. Ouais. À l'automne, principalement. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là que Hugo Bardou m'a appelé. Puis il m'a dit qu'il pouvait m'offrir du travail à temps partiel pour faire ses bicyclettes. Puis que le timing était parfait, tout était parfait. Je retournais faire mon cours d'haute pression à Montréal, puis en même temps j'aurais du travail à fabriquer des bicyclettes. J'ai fait go. Ah, et puis Hugo qui était, on le rappelle, qui était un des 3 propriétaires de Balfa à l'époque, le fondateur. Puis par la suite qui a fondé les vélos Expresso. Et c'est là qu'il voulait t'avoir. Ouais. Que, ça a commencé dans son petit cabanon à Montréal, dans un micro atelier. C'était le fun, c'était parfait. Je faisais mon cours. Puis après ça, quand il a déménagé à Bromont, je l'ai suivi. J'avais envie de tenter ma chance. Je veux dire, ça faisait longtemps aussi qu'Éric Alain me parlait de Bromont, comment il faisait bon vivre, que la température était bonne, puis le cyclisme, blablabla. Puis j'ai dit, OK, fine, on va essayer ça. Fait que t'as déménagé à Bromont. Ouais. Cool. Puis là, l'atelier était un petit peu plus grand. Puis je pense que c'est une petite parenthèse. En deux, Éric Alain s'est joint à nous pour faire la mécanique. Il faisait la mécanique aux courses, il assemblait les vélos pour Expresso. Puis je me souviens pas exactement du contexte, mais Éric m'a dit, c'est sûr qu'on se plaignait des bicyclettes. Et il m'a dit, pourquoi tu trouves pas une job plus payante pour faire tes propres vélos, hein? Ah oui. Puis ça, à ce moment-là, je voyais qu'il y avait une croissance Expresso. Hugo, il était très à son affaire, très travaillant, discipliné, puis l'entreprise grandissait prudemment. Puis j'avais envie de faire partie de ça. J'avais envie de voir où ça nous mènerait. Et puis, comme de fait, l'année suivante, 2009, Antoine s'est joint à l'équipe pour les ventes. Puis je pense en 2010 qu'on a déménagé dans des beaucoup plus grands locaux. C'était des incubateurs de la ville de Bromont. C'était pour aider les petites entreprises à démarrer. Puis qu'on avait une gigantesque shop. Puis ça semblait bien aller. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'Expresso a été... moi, je dirais ça a bien marché. Là, en tout cas, dans les premières années, ça a duré comme une bonne dizaine d'années, Expresso. Ouais. Hein. Puis ça a en même temps un petit peu, je dirais ça, bénéficié de l'aura que Hugo avait avec ayant fondé Balfa. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, il y a une continuité là, peut-être un peu là, de la communauté qui se sont intéressés à cette marque-là suite à... Ça se peut-tu? Moi, c'est je sais pas à quel point, parce que c'était très différent. Ouais. Tu sais, je dirais qu'Expresso était un peu plus axé vers le cross-country dans les débuts. Du coup, c'était pas tout à fait la même clientèle, mais il y avait quelque chose, là. Ouais. Il y avait des vestiges de Balfa, j'aime croire, là. Jusqu'à un certain point. C'est sûr que la philosophie était peut-être différente. Ça, c'est sûr. Fait que t'aimais ça, c'est intéressant comme il y avait dessus pour toi une tu voyais-tu comme une continuité là-dedans, une progression dans ta profession ou dans la fabrication des vélos, c'était-tu stimulant, je vais dire comme Ben oui, c'est stimulant, c'est sûr. Moi je faisais des bicyclettes, là. C'est ce que j'aime faire le plus au monde. Ouais. C'est sûr que Hugo et moi on était pas d'accord sur tout. Ce qui est arrivé, pas ce qui est arrivé en fait. Il s'est mis à avoir des changements dans les standards. Puis ça a commencé à nous miner, je pense. Tu veux dire les standards des vélos? Là? Oui. OK. C'est intéressant, là. Parlons-en donc un peu. C'est quel genre de changement qui vous affectait? Là? Ben, on commençait à avoir une bonne recette, une bonne croissance, une bonne visibilité. Puis là, ça a commencé, par exemple,
les colonnes de direction ont changé. C'était rendu des colonnes coniques. On venait de changer pour des 44. Là, les coniques arrivent. OK. Puis là, après ça, il y a les roues qui ont changé. Les 29 sont arrivés. OK, mais ça, c'est pas rien, là. Passer de 20... Étiez-vous déjà dans le 27,5? C'était du 26 au 29, là. C'est ça. Wow. Puis les changements de largeur d'axe ont changé. C'était rendu du triaxle. Puis, tu sais, le temps qu'on se décide à faire le move de changer, est-ce que ça va pogner ces affaires-là? Est-ce que on était en mesure de faire des prototypes rapidement, mais de là à tout changer notre production, on fait pas tout envoyer à la casse ou à vendre à rabais les vélos qui étaient déjà produits puis changer du jour au lendemain. Ces vélos-là nous avaient coûté de l'argent à fabriquer puis de l'argent, ben on n'en avait pas. Ça a été un gros problème, je pense, de toujours essayer de se réadapter, mais à la traîne. Puis là, après ça... Puis en même temps, j'imagine, tu sais, que ces changements-là arrivent au début. En tout cas, tu dois, en tant qu'entrepreneur, être dans un mode d'incertitude, en quelque sorte, à savoir, est-ce que ça va poigner? Est-ce que ça va rester? Est-ce que je devrais vraiment emboîter le pas à ces changements? Oui, puis qu'est-ce que je fais avec mes racks à vélo qui sont remplis? Oui, ben oui. C'est ça. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout, ou est-ce qu'on fait juste une petite batch pour essayer, voir, ou c'est tout te passe par la tête, là, j'imagine. Hein? Ouais, fait qu'on a fait un petit peu de tout ça, là. Ouais. On a changé comme un modèle à la fois, mais là, c'était un standard après l'autre qui changeait. 142, c'était plus assis, là. C'était rendu 148. Là, après ça, 29, c'est grand. On va y aller pour 27,5 à la place. OK, les roues, après ça, les boosts, super boosts, les axes de pédalier, ça a changé aussi à ce moment-là? Non, c'est pas ça, c'est pas mal standard, mais ouais, fait que les tubes pour les fourches, ça a changé aussi, fait que, ouais, mais c'est plus, je pense, que ce qui va l'affecter, c'est peut-être les roues, qui va être le facteur le plus difficile à s'adapter. Ouais. Ouais. OK. Fait que ça a joué un gros facteur sur la fin de Ben, j'aurais tendance à le croire. Ouais. Puis, tu sais, il y avait des petites tensions internes. Jonathan Allard, qui était au design, a été remercié. Antoine aussi a été remercié, je crois, ou est parti. Pierre-Luc, qui était aux ventes, est parti aussi. Aux ventes? OK. Médias sociaux et compagnie. On faisait toutes plusieurs tâches. Et c'est un peu... c'est un peu là que ça a commencé à décliner, là. Quand je me suis retrouvé seul avec Hugo, je me suis un peu plus rendu à l'évidence que on était plus ou moins sur le même poste. Nos opinions concernant les bicyclettes divergeaient beaucoup, puis à un moment donné, la communication devenait difficile, puis... Ouais, c'est pas évident quand que c'est ton emploi, tu sais, c'est une grosse partie de ta vie qui est en jeu, puis il y a des sous, puis il y a tout ça là qui de délai avec tout ça, ouais. Ouais, il va y avoir des bons stress, puis voilà, des enjeux importants là. OK. Fait qu'à ce moment-là, quoi, tranquillement, t'as commencé à changer ton mindset, puis tu t'es dit qu'est-ce que je fais de ma vie? Ben oui, c'est ça. Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans alors que l'avenir est un petit peu incertain, puis c'est ça. La communication devenait difficile. C'était rendu à un moment donné qu'on était dans la même bâtisse, puis on se parlait par texto. Puis voilà qu'à un moment donné, des choses déplaisantes ont été dites sur un ton que j'ai vraiment pas aimé. Puis c'était la fin. Je répéterai pas qu'est-ce qui a été dit, parce que de toute façon, ça aurait pas la même signification pour vous que ça l'a eu pour moi. Mais en gros, ça voulait dire je décalisse maintenant, je reviendrai jamais, puis Expresso est foutu. Je veux dire, que je reste ou que je reste pas, y avait plus rien à faire. Ça marcherait jamais. Expresso avait jamais trouvé sa place dans le marché et ne la trouverait jamais. C'est gros. Ouais. OK. Fait que voilà,
Il y a Jean Rouleau qui me parlait souvent de cette intégration, une jeune compagnie qui faisait dans l'aéronautique, 7 actionnaires qui connaissaient super bien le marché, puis les clients, puis les planchers étaient propres, les machines étaient neuves. J'ai dit, un instant, plancher propre, I'm in. Fait que j'ai révélé ma fierté et mon orgueil, j'étais allé recommencer en bas de l'échelle comme polisseur, puis voilà. Fait que là, dans le fond, le conseil que c'est Alain qui t'avait donné ça, qui avait dit tu devrais trouver... Jean. Oui, Éric Alain. Éric Alain, ouais. Tu devrais trouver un emploi en dehors de l'industrie du vélo, puis te trouver de revenir à la fabrication de vélo comme hobby. Ben, c'est ce qui est arrivé là. Polisseur, c'était ça, c'était un petit peu ordinaire, mais le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou vice-versa. Jean s'est blessé au dos, puis pendant qu'il était en arrêt de travail, ben ça m'a permis un peu de me sortir du polissage en faisant des tâches que lui aurait fait, là. Par exemple l'usinage conventionnel, des tâches qui demandaient un petit peu de minutie, puis de être capable de freestyler des gabarits, puis machiner par exemple des gabarits d'inspection, puis fait que voilà. Ouais. Puis entre-temps, il s'est mis à avoir plus de contrats en soudure. Fait que j'ai gravi les échelons tranquillement. En parallèle, j'ai commencé à me ramasser des machines chez moi pour commencer à faire mes propres bicyclettes. Puis quand j'ai eu plus de sous, je me suis fait construire un garage. Puis voilà, la boucle, ça arrête jamais, ça continue tout le temps. Puis, ah ouais, c'est ça. Ça fait que là, t'es bien installé, t'as tout ce qui... T'as peut-être pas tout ce qu'il te faut, mais, ou ce que tu voudrais, mais t'as pas mal d'équipements, puis... J'ai plus de place pour en avoir plus. Puis là, ben, tu fais des vélos comme t'es aimes, pour toi, pour tes besoins, puis pour ta blonde, quelques amis, là, mais là, pour les gens qui connaîtraient pas un petit peu ce que tu fais comme vélo, qui ont jamais vu un vélo, parce que là, les vélos, tu les appelles Disaster, qui est comme ta marque, ton brand, là, c'est pas une marque. C'est le nom que je donne à mes produits, mais c'est pas une compagnie. C'est rien de sérieux, c'est ça. C'est ça. Ça fait que, mais ouais, on peut aller voir sur ton Instagram ou sur ta page Facebook où tu mets beaucoup de photos de ça, de tes projets, parce que j'ai mentionné tantôt que tu étais un artiste, mais je pense que ce tournant-là dans ta vie t'a permis, tu me corrigeras si je me trompe, mais peut-être un peu plus de te plonger dans cet aspect-là de la fabrication, de faire les choses avec minutie, avec détail, d'aller à un point où ce que c'est pas permis dans l'industrie, tu sais, de faire quand tu fais quelque chose en production, ce que tu fais pas, c'est pas ça que tu fais aujourd'hui, là. Ce que tu fais, c'est des bijoux de vélo, là. C'est des arts, c'est des œuvres d'art. J'aime mettre beaucoup de détails, oui. Oui, hein. Et beaucoup d'heures. Ouais. C'est ça qui m'a toujours charmé des bicyclettes. On parlait plutôt des mountain bike action, là, mais les pièces machinées, puis justement tous ces petits détails là, c'est ça que j'aimais, puis c'est ça que je veux reproduire. Puis en cours de route pour aller plus vers la production, c'est des choses qui sont disparues, hein, ça. Ben, des détails. Ouais. Il y a des détails qui sont inutiles, des fois sont coupés parce que question de coût, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, ça fait que dans le fond là, ça fait plusieurs années que ce mode-là dans ta vie est arrivé. On parle de quoi? Ça fait déjà 10 ans. 10 ans déjà. Ouais, ça va vite. Fait que depuis ce temps-là, t'en as fait des bicycles. Puis là maintenant, ton matériau de prédilection, c'est le titane, si je me trompe. Non, c'est le titane, ouais. C'est parce que c'était pas ça avant. Le fond, ben, dans l'industrie, c'était pas, fabriquait pas de vélo en titane vraiment, je pense. Non. Hein? C'est acier puis aluminium. Puis c'est quoi qu'est-ce qui a fait que tu as dit, je me fais mon premier vélo en titane? Ben, c'est pour essayer de passer à un niveau un peu plus élevé. Ouais. C'est un matériel que tu connaissais déjà parce que dans différents
aspects de l'industrie, tu avais eu à travailler avec ça. Tu savais, tu connaissais les caractéristiques, tu connaissais... J'imagine, tu avais déjà vu des vélos en titane. J'en avais déjà vu. Très franchement, j'ai été pas mal autodidacte là-dessus. Je parlais pas de zéro. Je partais pas de zéro, pardon. Mais il y avait... la technique pour souder est différente. Oui, hein? La protection gazeuse est différente. Faut vraiment faire attention. Faut que ça prenne un environnement qui est propre, qui est sans poussière. Pas de saleté. Faut que tous les matériaux soient bien nettoyés, zéro trace de gras, des traces de doigts, c'est assez pour faire briser. Ah oui. Fait que c'est... Ouais. Fait que ce niveau de complexité-là, mais en même temps, t'attire. J'imagine. Est-ce que je crois? C'est ça, là, ce que je comprends. Là, Ouais, puis au final, il y a au final, c'est pas tant plus compliqué. Je veux dire, pour moi, de me faire un vélo en titane versus en acier, j'ai pas besoin de le faire peinturer. Quand il est fini, il est terminé. Il y a pas d'intermédiaire ou de... Ouais. T'as pas de traitement thermique à faire. Non. Puis, OK, au niveau des caractéristiques du titane, là, on en a déjà jasé, moi pis toi, là, tu décrirais ça comment, un vélo en titane versus un vélo similaire, là, mais en aluminium, en acier, en carbone? Le carbone, c'est une classe à part, parce que il y a moyen de jouer avec comment les couches sont disposées, dans quel sens, et ainsi de suite, les épaisseurs. On peut pas caractériser le vélo carbone pour dire c'est plus raide ou c'est plus flexible ou c'est plus... Parce qu'on peut lui donner les caractéristiques qu'on veut. Exactement. OK. Par contre, au niveau de la légèreté, on s'entend que le carbone, c'est assez durable. Oui. Ça dépend toujours comment qu'il y a de... Comment qu'il y a ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Mais sinon, un vélo en titane, ça pourrait se comparer à un vélo en acier. Au niveau grossièrement. Du feeling, ouais. OK. Le bike en acier va être un petit peu plus pesant. Ça dépend toujours si c'est un bike de route ou un bike de dirt jump. Là. Ce sera pas les mêmes épaisseurs. Puis l'acier, théoriquement, il est plus rigide. Sauf que souvent, les tubes sont beaucoup plus minces. Puis qu'au final, le feeling va être similaire. Donc, au niveau des vibrations, du feeling sur la route, sur dans trail, c'est que ça absorbe un petit peu plus. Ça a un effet... moi, je dirais ça... c'est un terme anglais qui est dampening, là. Filtrer les vibrations, quelque chose comme ça, ouais. Ça répartit peut-être plus les vibrations dans le cadre, dans l'ensemble du cadre. Puis ça fait que ça s'éteint un peu, là. Ouais, moi, c'est un peu le même, je le comprends. Tu sais, j'ai un vélo en acier, j'ai un bac de dirt, puis moi, c'est même, je le feel, là, comparé avec d'autres cadres en aluminium que j'ai eu, qui semblaient un peu plus raide. C'est ça que je dirais. L'aluminium, c'est raide, oui. Ouais. C'est supposé être low modulus, mais l'affaire, c'est que les parois vont être plus épaisses vu que en fatigue, c'est pas mal moins résistant. Puis, pour revenir au titane, le titane, lui, il va te permettre d'avoir un vélo moins lourd, certainement que de l'acier. Et par rapport à l'aluminium aussi, moins lourd que l'aluminium, je pense. Non, l'aluminium serait plus léger. OK. Donc, un petit peu plus lourd que l'aluminium, avec des caractéristiques similaires à l'acier. Grossièrement. Ça dépend des tailles, là. C'est sûr que plus ton corps est grand, plus il y a des chances qu'il soit... que la souplesse commence à apparaître, là. OK. Mais la beauté du titane, c'est justement, en tout cas, à mon point de vue, c'est justement la beauté du titane. C'est-à-dire, c'est ça, ouais. Tu sais, les vélos que j'ai vus, que t'as fait, là, j'ai mentionné le terme bijou tantôt, mais c'est beau, là. C'est tout, la pureté du matériel sans peinture, la beauté des soudures. Ouais, ça, j'y travaille encore. Là. Ouais. C'est pas facile. Puis au niveau de la durabilité du vélo, pour toi, c'est similaire à autre chose?
Ben, il y a des légendes qui veulent que le titane ce soit indestructible. C'est faux. OK. C'est... Mais y a-tu quelque chose d'indestructible de toute manière? Non, ben, un bon vélo en acier, c'est tough, là. C'est capable d'en prendre, c'est facile à réparer. Puis... Le titane serait un petit peu plus dur à réparer ou... Ben, faut tout renettoyer en profondeur, puis... OK. Tu sais, c'est pas impossible, mais ça a une tendance à déformer un peu plus aussi à la soudure. Ouais. Et du coup, s'il y a une réparation à faire près d'un alésage, ben ça peut fausser les choses. OK. Ça fait que t'en as fait des vélos pendant 10 ans, à toutes les sauces. Tu t'es fait des fat bikes. Oui. Tu t'es fait des vélos de route. Tu t'es fait des vélos de gravel. Ouais. Dirt Jump, DH, Enduro. Oh, hey, je dois mentionner Dirt Jump, là, j'ai vu, c'est l'an passé que t'as fait un Dirt pour, commandé par Mathieu Dupel pour Condor Free Run, pour ceux qui vous allez voir ça. L'as-tu sur ton Instagram ou sur la page de Mathieu que j'ai vu ça? Je pense que tu l'avais mis sur ta page. Ouais. Ouais. Écoute, lui, il est en acier, je crois, hein? Oui, il est en acier. Puis, mais... moi je l'adore. Il est beau. Il est très très beau. Merci. Puis je pense que avoir entendu les commentaires de l'histoire de Mathieu quand il l'a remis à Condor Free Run, Condor il était super heureux, là, semble-t-il. Oui, ça lui a mérité un gros câlin, Mathieu. Ah oui, hein. Puis tu sais, il disait ouais, puis il te connaissait. Puis savoir que tu sais c'était un vélo qui était fait par toi, puis tu sais pour lui, avec Infini, là, c'est cool parce qu'il t'est donné comme un genre de look là, qui ressemble à de la rouille dans le fond, là, comme très très beau, très très beau. Félicitations, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est très beau bike, vous irez voir ça là. Ouais, fait que j'ai fait une petite parenthèse là, mais fait que ouais, t'as fait pas mal de tous les types de vélos, cross-country, double suspension, hardtail. Le projet l'an dernier que tu avais fait, qui m'avait aussi fasciné, c'était ton vélo enduro. Oui. Oh, là, tu nous as parlé un petit peu parce que c'est là, on parle un petit peu de retour aux sources aussi, là, à ce moment-là, là. C'est mon gros porc. Et Amenzian de la merde, là, il prend tout, il bouffe tout. Fait que t'as décidé de faire un vélo d'enduro, high pivot, mais inspiré, je devrais dire, de choses que vous aviez fait chez Balfa ou C'est grandement inspiré du BB7, oui. Le pivot il est un peu plus bas pour que l'arrière rallonge un petit peu moins. C'est une géométrie au goût du jour aussi. Ouais, avec des 29 pouces. Puis, ouais, 29, 27. Puis ouais, ça va très bien ce vélo-là, je suis content. Ouais, parce que je t'ai vu rouler avec, quand tu l'as fabriqué, tu t'as fait part, ceux qui sont intéressés pour aller voir sur ton Facebook où ce que tu racontes pas mal de l'historique de ça, puis tes intentions, tes craintes, puis après ça, ben, tes réalisations, là. Fait que, t'es fier de ce que t'as fait, puis t'es satisfait de du résultat. Effectivement. Le vélo est un peu plus pesant que ce que je suis habitué de rouler. C'est un bike à 33-ish livres. Ouais, ce qui est correct. Il y a un petit peu de friction dans la poulie là, à cause de... Je pense que c'est le guide chaîne qui met le plus de friction. Mais je sais pas à quel point je suis game de l'enlever. Mais somme toute... ça t'empêche pas de rien faire. Ça m'empêche pas. Tu l'as roulé en masse, c'était passé ce vélo-là. Ouais. J'ai vu grimper à montagne plusieurs fois. Là, ça grimpe bien. Ça pédale bien. Ouais. Je veux dire, il y a pas d'effet dans la suspension, mais il y a une petite friction. Sais-tu, d'après toi, est-ce que les nouvelles technologies de suspension qu'on a aujourd'hui, comme tu as utilisé pour ce vélo-là, est-ce que ça l'a servi à corriger certains points ou certains peut-être choses moins agréables de ce type de suspension-là, là, pivot, single pivot, là, parce qu'on a des plateformes de suspension aujourd'hui sont plus performantes qu'à l'époque on avait
le Fox, c'était quoi, Vanilla, qui était installé sur les Balfa, les BB7 à cette époque-là, c'était pas ce qui s'était d'aller le mieux, là. C'est pas... Non. J'ai un amortisseur que je peux régler mon high speed, low speed, rebond et compression. Du coup, je peux jouer un peu plus avec la sensibilité puis si on veut la dureté en fin de course. Je peux tricher avec ça, ce qu'on pouvait pas nécessairement faire avec un Vanilla. Ouais. Même Fifth Element, c'est un faux hype. Là. Ouais. Excusez. Mais ouais, c'est ça, oui, parce que moi j'avais mis ça sur mon BB7 justement, là, quand ça a sorti en espérant que ça corrige tout, là, mais ça aidait un peu, mais c'est pas comme aujourd'hui, là, c'est pas ça t'offre pas le même niveau d'ajustement au pédalage là, pour les smart bumps. Puis ouais, c'est ça. Le low speed, compression puis rebound là. OK. Fait que t'as fait ce vélo-là qui marche puis qui est utilisé en masse, ben là l'été dernier, je devrais dire, en 2025, là, t'as décidé de partir un autre projet, là, tu t'es lancé dans la fabrication d'un bike de downhill. Ça faisait longtemps que t'avais pas eu de bike de downhill, je pense. Ouais, le dernier que j'ai eu, c'était 2013 ou 14. Ouh. Ouais. C'était la dernière génération de Furax. On avait fait juste 5. Puis ça faisait déjà un moment que je roulais juste en petit bike. Quand j'ai embarqué là-dessus, je fais « ça choque bien trop. C'est bien plate à rouler. » Fallait aller vite pour que ça devienne intéressant. Puis, finalement, je l'ai utilisé une journée, puis j'ai plus jamais réutilisé de bike de descente. Là, on dirait que tout à coup, ça revient, là. Les amis ont commencé à se racheter des vélos de descente. On dirait qu'il y a un petit engouement. Quelle bonne occasion de me fabriquer une autre bicyclette. C'est un vélo de descente. Bon, écoute, il faut pas passer trop vite là-dessus, là. C'est pas, parce que c'est ça, là, on s'entend que c'est pas un petit projet, pour personne, là, mais je veux dire, dans ton cas, là, c'était clair que ça serait pas rien qu'un vélo tout simple, là, c'était ça le plan initial. Ben, faire un vélo simple. Ouais. Tu t'es laissé emporter, quoi. Ben, je me suis dit, bon, ce coup-ci, là, je le ferai pas en titane. Le dernier que j'ai fait, ça a pris beaucoup trop de temps. Je vais faire un vélo en aluminium, ça va aller vite. Mais dès que j'ai commencé, ça a viré en... Ah, c'est de l'aluminium. Faisais la machinée, rien là. Je peux rajouter un petit peu de froufrou, un petit peu de capotage, puis finalement, le bike m'a pris presque 5 mois à faire. Mais avouez, encore une fois... Mettons 4,5. Encore une fois, là, allez voir les photos. Je vais en mettre quelques-unes si tu me permets, là, pour un petit peu là, meubler votre esprit. C'est de toute beauté. Là, tous les petits détails que tu as pu mettre là-dessus. Puis je l'ai vu en personne, là, j'ai eu la chance de le regarder. Écoute, je pense qu'il y a pas un endroit où t'as pas... Y a-t-il des choses que t'as pas faites, que t'as pas machiné ou... Parce que tout ce que t'as eu la chance de faire, c'est toi qui l'as fait. Là. J'ai tout fabriqué au complet. Ouais, hein. Ouais. C'est... Tu sais, à part la patte de dérailleur qui est UDH, là, mais tout le reste, j'ai fabriqué... axe, dropper, boîtier PLA, colonne de direction, le seat tower avec la tête pivotale, puis... Ah oui, c'est ça. Même la tige de selle de style... j'appelle ça le style BMX, là, pivote, là, ouais. T'as fait tout... T'as fabriqué cette pièce-là, t'aurais pu l'acheter, mais tu l'as tout fabriqué, avec toutes les grooves pour que la selle... Ouais, pis j'ai pas trouvé les dessins pour la fabriquer, puis je l'ai pas mal freestylé, puis je l'ai pas eu du premier coup. Ah, tabarouette. Ça a pris 3 fois avant que je réussisse, hein, puis j'ai fini par machiner une dent à la fois, parce que jusqu'à temps que ça fit, parce que je trouvais pas le bon pattern dedans. C'est quoi qui te motive à faire quelque chose comme ça, plutôt que de dire justement, mais je vais prendre une tige de selle existante, là, puis c'est... Le défi, j'ai envie de voir si je vais être capable, puis... c'est le fun. Puis ben, voilà. C'est des choses qui te motivent à dire est-ce que je suis capable de fabriquer ça, des petits défis que tu te lances toi-même. Ouais. Est-ce que t'as-tu prévu au début que t'allais tout faire, ou au début tu disais je vais mettre une tige de selle que je vais acheter ou que j'ai déjà ici dans mon bac de pièces, puis Non, c'est ça que je voulais faire, mais je savais pas à quel point ça serait difficile. OK. C'est fou.
En tout cas, le vélo, là, il est assemblé? Non, pas encore. J'ai vu le cadre, là. Puis, j'attends de trouver une fourche. En fait, je sais ce que je veux comme fourche, mais ça a l'air qu'ils vont en sortir une nouvelle cette année, puis j'attends. oh, ok. Ça, tu la fabriqueras pas. Non. Hey, c'est-tu quelque chose que ça t'a déjà tenté d'essayer? Parce que... Pas tant, parce que les coatings pour les stanchions, c'est un peu plus compliqué. ok. C'est trop fancy, là. Ok. Fait que ça s'arrête, là. L'ensemble est trop fancy, je veux dire, toutes les cartouches, puis les chemins d'huile, là, c'est beaucoup trop d'hallucinations pour... Je connais pas assez ça. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi, par curiosité, la fourche que tu veux mettre dessus? Tu dis qu'il est pas encore... Fox 40. Fox 40, une nouvelle Fox 40 s'en viendrait. Peut-être pas. Peut-être pas. J'ai entendu. Il y a des bonnes chances. Ouais. Ok, cool. Fait que là, mais là en arrière, pour la suspension, le choc, qu'est-ce que t'as mis? Oh, c'est un secret. Non, c'est pas un secret. Présentement, il y a un Can Creek, mais on verra comment ça va. Peut-être ça sera un Fox. Ok. J'ai bien aimé le King Creek que je roule présentement. J'ai racheté la même chose. Puis sachant très bien que je prendrais pas ma voiture pour aller à la station, j'ai pris un amortisseur avec un climb switch. Ok, faut que tu vas le pédaler d'ici. Parce que là, tu restes pas loin, toi. T'as des sentiers à proximité, puis tu peux facilement pédaler puis aller prendre te rendre jusqu'au chairlift. Ouais. Ça chauffer un peu en même temps. Combien de temps à vélo, mettons, te rendre jusqu'au P5, là? Ouais. Non. Au P2? Ouais. Au P1? P2, P1. Je sais pas, une quinzaine de minutes. Avec un wagon de DH avec des gros pneus qui pédalent pas bien debout, là. Là, t'as une quinzaine. Parce que ça t'a pas peur, de toute façon, toi, pédaler maintenant, t'as pris goût à ça. Oui. Je suis rendu accro, j'ai besoin de mon fixe tout le temps. Ben oui, parce que là, je m'en rappelle avoir vu dans tes posts là des petites aventures un peu comment que tu t'appelles ça, des aventures bric-à-brac là, mais les plans de jambon, c'est ça? Oui, c'est Hugo Desgreniers en fait, il y a des droits d'auteur là-dessus, je peux en parler un peu. Mais... Ben oui, vas-y. Donc oui, les plans de jambon, ce serait des sorties qui nous sortent de notre zone de confort. Parfois, ça implique de pousser notre vélo, traverser des cours d'eau. C'est pas nécessairement tout le temps dans des sentiers destinés au vélo. Non, c'est ludique. Généralement, c'est ludique. Des fois, ça dérape. Des fois, ça finit moins le fun, mais c'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est ça. Puis... ça t'a-tu donné le goût d'essayer toutes sortes de trucs? T'as-tu essayé le bikepacking, les trucs de moi? C'est des affaires qui tentent? Plus maintenant. Tu l'as essayé? Je l'ai essayé. J'étais déjà pas très chaud à l'idée. Ça me tentait déjà plus ou moins. J'aime ça piloter, j'aime ça drifter, j'aime ça voyager léger. Du coup, me promener avec des sacoches... Ouais. J'étais pas très chaud à l'idée. Mais Hugo m'a proposé quelque chose, puis ça avait l'air d'un bon défi. C'était d'aller faire la Colorado Trail. Oh, ouais. Puis, c'est long, ça? C'est long. En tout et partout, en partant de l'hôtel, puis tout le voyagement, ça nous a donné environ 900 km avec 23 000 mètres de dénivelé. OK. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure, ouais. Ouais. On l'a fait en 12 jours. Wow. OK. Fait que tu l'as essayé. Je l'ai essayé, ouais. Ça n'a pas été super agréable. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans l'expérience? Au Colorado, ça a l'air qu'il pleut beaucoup. En fin de journée, il y a des petites averses. Mais du temps qu'on était là, il y a plu vraiment beaucoup. OK. Puis j'ai pas beaucoup de gras, ouais. Alors j'ai l'hypothermie facile. Dès les premières journées là, on a descendu, puis on n'arrêtait pas de descendre après avoir monté, bien sûr. Parce que la théorie de la relativité au Colorado s'applique pas. C'est tout ce qui
Tout ce qui monte, monte. Ouais. Tout ce qui descend doit remonter et remonter. Fait que voilà, j'ai frôlé l'hypothermie une couple de fois. Puis j'ai vraiment pas trouvé ça agréable. Puis j'avais peut-être regardé ça un petit peu de haut là quand ça m'a été proposé. Puis, OK. Tu vois, y a rien là, je suis capable, moi. Puis voilà, finalement de traîner un 30-ish livres de gear, ça dépend un peu la quantité d'eau, la quantité de nourriture. Puis l'altitude aussi, je l'avais un peu sous-estimé. On m'avait parlé de ça, puis je savais pas à quel point ça m'affecterait, mais c'est opprimant. OK, oui, parce que c'est quand même... ça l'affecte la respiration. Ça donne le souffle court. Oui, c'est ça. Juste une petite parenthèse, je suis allé dans l'Ouest cet été, moi aussi, puis c'était pour la deuxième fois que je vais faire un voyage de bike dans l'Ouest, puis les 2 premiers jours, ou les 2-3 premiers jours, là, je comprenais pas pourquoi que j'étais essoufflé, là, tu sais, puis j'essayais de suivre mes amis, puis là, je voyais non. Puis là, j'ai regardé ma pulsation cardiaque, mais elle était correcte, mais j'avais pas de souffle du tout, là. Tu fais que, ouais, tu le sens, hein. C'était très, très, très haut, là, Bromont, tu doubles l'altitude, puis déjà, tu vois la différence, hein. Mais, fait que là, ça se passait entre 2000 puis 4000. Ah oui. Ça paraît. C'est moins d'oxygène dans l'air. Puis pour en rajouter, en plus qu'on avait de la pluie, puis que j'avais déjà pas de plaisir, parce que je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est bien plate. Moi, je pensais qu'on ferait des jumps, voir des beaux paysages, puis ça, on en a vu, oui. Oui. Ben, si elle avait fait beau tout le temps, peut-être qu'elle aurait eu une expérience différente, t'aurais... Ben, tout à fait, parce que là, le camping, quand il fait pas beau, c'est pas aussi le fun. Pas le fun de personne. Mais c'était des grosses journées. Je pensais qu'on aurait pas un peu de temps pour relaxer puis chiller, puis non, ça finissait que fallait qu'on se lève le matin à 5h30, mange vite, défait le campement, repack le stock, part pédaler toute la journée. On finissait le soir vers 6h30, monte le campement, grimpe la nourriture dans les arbres en pitchant des cordes, puis c'était pas de tout repos. Non. Puis je peux voir l'initiation était pas idéale peut-être dans ton cas. Non. Puis en plus c'est ça, j'ai eu la peur de ma vie. Oh, ouais. Qu'est-ce que j'ai dans la passe de Monarch Crest, qui est une longue montée, je pense que c'est 10 000 en distance, 16 km, une longue montée en asphalte. Puis il s'est mis à pleuvoir. Puis Hugo, il me demande est-ce qu'on continue ou on peut prendre ici une chambre dans une genre de commune de hippie. Puis j'ai dit ça me tente pas. Qu'est-ce qu'il y a plus haut? Ben il y a peut-être un endroit où on peut planter nos tentes. Fine, continuons. On a continué à monter, puis plus on montait, plus il pleuvait, plus la température baissait. On s'est arrêté de mettre nos pantalons de pluie, puis il me demande encore, là, on continue-tu ou on retourne à l'affaire des hippies? Ben là, on continue. J'étais consentant, là. C'est rendu en haut que on était dans l'alpin, il y avait plus rien. Rendu au sommet, là, il y avait pas de place pour mettre nos tentes, il pleuvait, il ventait, il faisait froid, puis il faisait tellement froid que dès qu'on a arrêté, là, on s'est mis à se refroidir, puis à grelotter, puis fuck. Ah, non. On s'est arrêté dans une boutique de souvenirs, puis on a mis une coupe de pleurs de plus, puis il y avait un hôtel aussi plus bas, à côté de la commune de Hippie. On savait pas qu'elle était ouverte. Hugo, il a appelé, puis finalement, il y avait de la place. Fait que Hugo, on redescend. Puis vous avez rebouché chemin. Après avoir tout monté ça, on l'a redescendu, puis ça, c'était pas le fun. Il pleuvait, on voyait rien. Une pluie qui pique tellement que qui pince. Il y avait la ligne blanche, il y avait un 2 pieds d'accotement, il y avait le garde-fou qui était à la hauteur du sac à l'avant de mon guidon. Et du coup, je voulais pas approcher de ça puis risquer de me péter la gueule. On se faisait dépasser par des vannes. Puis j'ai eu très très peur. J'étais sûr que je mourrais. Je pensais à ma blonde, je disais je reviendrai pas. C'était la proximité des camions là qui était Ouais. Puis le fait que ralentir, c'était à peu près inutile là. J'aurais juste toasté mes freins puis passer à travers les plaquettes.
ça allait très vite, tu sais, c'est long, Ah, descendre de... 14 km, ouais. Ouais. Uh-huh. Fait que Ok. voilà, j'étais sûr que j'allais mourir. Puis au point que... Écoute, je pensais que j'étais un peu plus tough que ça, là, mais j'ai eu un traumatisme. Oh, ouais, ok. Quand je suis revenu pendant les semaines d'après, à chaque fois que je repensais à ça, je me mettais à pleurnicher comme un enfant. J'étais comme, mais voyons non, ça va pas du tout. Puis, voilà, j'ai pas Ok. aimé cette expérience-là. Ah, ben, ok, je comprends. Et... Wow. Ok. Fait que, ça t'a quand même permis de voir qu'est-ce que t'aimais et qu'est-ce que t'aimais pas. Là, à part ça, t'es retourné dans l'Ouest cette année, je pense. Là, un Oui. autre genre de trip, là, faire des choses que t'aimais. Ouais, on est allé à Whistler. Puis j'ai fait ce que j'avais jamais fait du temps que j'ai resté là, puis pendant toutes les autres fois que je suis allé. J'ai fait toutes les double blacks puis les noirs de la vallée, tous les sentiers. Ok. Et ça, c'était le fun, parce que j'ai découvert qu'il y en avait du beau stock que j'avais pas pris la peine d'aller explorer. Oui, puis il y en a aussi qui ont apparu avec le temps, là, aussi, puis ça évolue. Sûrement. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est cool, ça. Ça fait que c'était la première fois que tu retournais depuis que t'avais redéménagé dans Non, l'Est, on là, est allé non? une couple de fois. On est allé Ok. au Crankworks en 2009, 2010. Ah puis, oui, ok. Avec Hugo Desgreniers, quand on voyage, on se promène beaucoup. Mhm. On était allé une fois faire Top of the World, puis rouler un petit peu à Whistler, mais surtout Squamish, puis Pemberton. On n'a pas fait un voyage à un endroit fixe, là, comme j'ai fait cet été. Ok. Puis, parmi tous ces endroits-là, ces sites-là de vélo dans l'Ouest canadien, c'est quoi ton spot préféré? Es-tu capable de mettre le doigt sur un particulier ou Il y a beaucoup d'endroits que j'ai aimé. où tu Kicking retournes? Horse, j'aime ça. Ouais. Fernie, j'avais trouvé ça beau aussi. Peut-être pour passer 2 semaines. Nelson, Revelstoke. Mais un que j'ai bien aimé, c'était un petit plan de jambon qu'on a fait justement parce qu'on en a fait à la tonne. Ça là, bon, je pense, moi je trouve. On est allé monter en haut de Kicking Horse par le chemin d'accès. Puis on était presque rendu aux 3/4 qu'on s'est fait interpeller par un opérateur de pelle. Hey, vous avez pas le droit de monter, blablabla. On est rendu aux 3/4 de la montagne. Merci, c'est gentil de nous le dire, mais on va continuer pareil. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous pourchasser en pelle, allô? Non, mieux que ça, il a appelé la patrouille avec sa radio. Puis au détour à la prochaine trail qu'on a croisée, ben il y avait une patrouille qui nous attendait, puis il nous a obligés à redescendre en prenant soin de nous faire passer devant pour qu'on sauve. Hello! Fait que pour pas les affoler, Hugo et moi, on est partis très doucement, avec la patrouille en arrière. On a augmenté tout doucement la vitesse. Et quand la patrouille était hors de vue, ben, je disais, go, viens-t'en chez moi. On a passé par-dessus un berm. On s'est couché dans les buissons. On a attendu que la patrouille passe. Puis on a remonté dans la piste de ski, en faisant du bushwhack. On a retrouvé le chemin d'accès. On s'est rendu en haut de la montagne. On a réussi. Puis on est allé faire T4, qui est le sentier qui longe le ridge de Kicking Horse. Mm-hmm. Puis qui redescend jusqu'au canyon pour aller chercher d'autres sentiers. Puis ça a été vraiment triste de pas faire ça parce que c'est une des plus belles trails que j'ai faites. Ça, c'est la trail qui descend sur le canyon qui arrive à la fin, là, près du camping, là, où les gens arrivent en parapente, là. Ouais. Hey, j'étais allé là l'été passé. Ah, tu vois? Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, oui. Allez, la trail a l'air nice dans ce coin-là. Ouais, c'est très beau. Oh oui. Ah. On avait monté aussi à Nelson jusqu'à Baldface. On avait monté Baldface jusqu'au Lodge. Mm-hmm. Ça aussi, c'était une autre bonne, très longue montée pour aller faire Cherry Top. Il y a des événements à Red Bull là, de ski. Ah oui? Ok. De ski extreme, freestyle. Puis on voyait les plateformes. Il y a vraiment beaucoup de neige parce qu'on voyait les plateformes sur lesquelles ils sautent. Puis c'est très haut dans les arbres. Tandis que quand tu vois ça sur la neige, là, c'est des jumps qui sortent de la neige. Mais Oui, c'était des cabanes, tu regardais avec des jumelles. J'étais genre, mais c'était haut.
Oui, je me rappelle avoir vu ces événements-là à la télé, là. C'est assez impressionnant. Ils ont beaucoup de neige, ça, ces endroits-là. Je confirme. Ouais. Ah, ben c'est cool. Ben là, justement, là, c'est quoi tes plans pour le futur? Là, justement, t'as-tu des projets de voyage qui s'en viennent pour les prochaines années, ou c'est l'an prochain, ou des trucs comme ça? T'as-tu des petites envies? J'ai envie de retourner dans l'Ouest parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai envie de retourner à Whistler parce que. Ouais. Hein? OK. Fait un autre petit voyage. On verra. Tu sais, je suis un peu. J'aime pas ça me promener en voiture. Alors, ça nous prend un endroit où un endroit complet, là, qui a un peu de tout, puis pour s'occuper pendant 2 semaines. Ouais. Hein. Je comprends. Puis là, tu remonterais-tu là en voiture? C'est ça que tu fais ou d'habitude tu prends l'avion puis prends l'avion? Tu prends l'avion, on loue une voiture. Le trajet il est quand même long à faire en voiture, donc ça coupe un peu dans les vacances. Là, j'ai une autre question. Et le pétrole coûte cher. Ah oui, mais ça. Là, j'ai une autre question, étant donné que là, ton cadre de données est terminé. Là, je sais que ton atelier, là, tu peux pas t'empêcher de rentrer dedans. Fait que là, tu sais quoi, tes projets là, sur lesquels tu travailles de ce temps-ci, c'est-tu en lien avec le vélo ou pas? Parce que tu fais pas seulement ça, t'es tout le temps en train de faire quelque chose, que ça soit une sculpture, un bibelot, une table, une tablette, une chaise, t'as tout, parce que ta passion ne s'arrête pas qu'au vélo. Non, fabriquer tout court. Créer, fabriquer. J'ai un penchant pour le vélo parce que c'est fonctionnel à la fois. Je travaille sur un nouveau vélo de trail. Ah ouais, ok. On pourrait dire cross-country, mais c'est plus trail. Pour remplacer celui que j'ai présentement, que j'ai promis à ma copine. Ok. Donc là, un vélo quoi, 140 mm, quelque chose comme ça? Ouais, 120, 25, puis 140 à l'avant. En titane? Ouais, titane. Pas mal de géométrie semblable à ce que j'ai présentement. Très slack et très léger. Un vélo que je peux tout faire avec, qui grimpe vite puis qui est plaisant en descendant. Ça excuse, j'ai ri là, parce que dans ma tête, je suis en train de voir les vélos que t'as, là, puis je me rappelle pas comment que tu me les as montré l'autre fois, là, les vélos que t'as fabriqués, puis que t'as encore ici. Là. Ça fait juste un plus dans ma tête, et j'ai comme de la misère à voir comment est-ce que quelqu'un peut rouler autant de vélos, mais on est tous pareils, je pense. Hein. Celui le nombre de... On avait parlé l'autre jour, il y a le fond, c'est qu'il y a une formule mathématique que tu dois appliquer pour savoir le nombre de vélos que tu as besoin. Puis, N étant le nombre de vélos que tu as, puis tu rajoutes, c'est plus 1. Oui, puis c'est toujours plus 1, puis voilà. C'est le fun. Mais t'as pas aussi un plan pour te faire une table de cuisine ou quelque chose comme ça, là, que ça s'en vient dessus cette année, ou je sais pas, depuis le temps que j'en parle, là, c'est dans les plans, mais ça tombe toujours en 2 cracks parce que je priorise les bicyclettes. Oui. Puis voilà. Tu fais bien. C'est tant la création ou la fabrication qui te motive? J'aurais tendance à dire fabrication, peaufiner des choses que j'ai déjà. Tu sais, je trouve l'inspiration partout, là. Des fois, ça peut être aussi banal que sur un vélo sport. C'est des petits détails de fabrication que j'ai envie d'essayer. Là. Peut-être pas un vélo sport, là, mais... Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a beaucoup de médias quand même. En tout cas, il y a plusieurs médias qui ont parlé de tes vélos. Moi, j'en ai vu dans différents magazines de version électronique aujourd'hui. Là, je me rappelle plus si c'est pas Bike Radar ou quelque chose comme ça, qui ont présenté tes vélos, ben non, sur Pink Bike. Pink Bike peut-être plus. Je sais pas, pense pas. Je les ai pas vus. Moi, j'en ai vu une couple, là, puis ils mentionnaient Disaster Bike, Gaumont, puis je suis tellement pas ça que... T'as jamais eu des gens qui t'ont contacté de loin pour dire, hey, j'ai vu I saw your bike je me fais buzzer, oui, mais je pense tellement à qu'est-ce que je vais répondre à ces gens-là que finalement ça tombe en 2 cracks, puis hop, sorry, j'ai jamais répondu. Ah ouais. De toute façon, pour toi, c'est pas une motivation de fabriquer des vélos pour les gens,
C'est Ouais. plus pour toi. L'intérêt de la chose, c'est que, tu sais, on peut te croiser, puis là, tu sais, t'as quelque chose d'unique, là. T'as ton vélo à toi que t'as fait, qui est unique, qui est beau et qui attire l'œil et les questions et les... Enfin, je me rappelle quand on s'est croisés, c'est 2 étés à Bromont avec ton vélo d'enduro, puis là, c'est ça, hey, là, on était une gang autour de toi, on disait, hey, wow, peux-tu checker ton vélo, puis tu vas poser plein de questions, là. Fait que ça doit t'arriver tout le temps. Oui, mais j'arrête pas souvent dans une run. Alors, du coup, C'est ça la raison. c'est du coup de ma sorry. Puis pour les gens qui se questionneraient, là, quand ils te voient monter en montagne, là, non, t'as pas de e-bike, là, c'est juste tes jambes qui sont Oui. mauditement puissantes. Lors d'un prochain épisode, nous souhaiterions vivement nous entretenir avec William Boisvert, un jeune homme extraordinaire qui conçoit et fabrique ses bicyclettes entièrement machinées dans des grosses crises de slabs d'aluminium. Également, dans un prochain épisode, nous souhaiterions, à la demande générale, entendre Fred Mona, membre fondateur de la mythique compagnie Balfa. Parce qu'on jase, là. Vous êtes-vous déjà demandé, avez-vous déjà pensé à l'arbre généalogique de Balfa? De toutes les compagnies qui en ont découlé. Je le vois un peu comme Black Sabbath. Toutes les bands de métal qui ont suivi. Puis on peut commencer par Hugo Bardou, quand il est parti. Il a essayé de faire des bicyclettes. Ça s'appelait Gasoline. Je sais pas si c'était dans le but des commercialiser ou je ne sais quoi, mais c'était tout juste avant de fonder Expresso. Il y a Mathieu Albert qui a soudé chez Balfa, qui a fondé avec Alain, excusez, je suis pas super bon pour les noms, qui a fondé Doberman. Ensuite, il y a un des soudeurs de Doberman qui a fondé Altruiste. Encore une fois, je suis pas bon avec les noms, mais voilà. Jacob El Monociclo, c'est son nom sur Face de Livre, qui fait aussi des monocycles et des vélos. Il a fait un stage chez Cycle Expresso. Ça aurait été le fun qui reste. Il était très bon. On s'arrangeait bien. Puis voilà, des gens talentueux comme ça, il y en a pas beaucoup. Lui, il avait fait son cours de soudure avec Mathieu Albert. En fait, c'était son professeur. OK. J'en oublie. Jérôme a fondé Appalache. Oui. Guy Roberge a aidé à ça. Michel Jacques soudait les câbles. Luc Moreau et Michel sont allés chez Gourou. Jérôme les a rejoints ensuite. Puis quand Gourou a fermé, ça fait pas partie peut-être du même arbre, là, ça serait peut-être plus l'arbre de Gourou, mais il y a Simon Bergeron qui a fondé Panorama. Il y a Olivier Lavigueur qui est allé chez Allied. Puis quand Gourou a fermé, ensuite, un des fondateurs de Gourou a parti T-Lab. Jérôme est allé là avec Michel. Du moins, Michel soudait les cadres. Je pense que cette gang-là sont restés ensemble tout au cours de leur histoire, de leur parcours. Après ça, Jérôme est allé chez Faction, rejoindre Monsieur Éric Auger. Puis Jonathan Allard, qui avait fait les designs ou travaillé au design chez Expresso, les a rejoints pour un bref moment, avec William Boisvert aussi. Puis je sais que j'en oublie, mais il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup de branches qui ont poussé. Fascinant. Fascinant. Wow. Hey, faudrait mettre ça sur papier, ça va. C'est fun que tu me dises ça, parce que... Jonathan Allard, justement, travaille sur divers projets avec de ses amis de Trois-Rivières. Olivier Bordelot qui a couru en cross-country pour Expresso, puis Alexandre Palardi, puis Thierry qui est un petit frame builder un peu comme moi là, un passionné. Ils se sont fait des superbes vélos d'enduro. Joe tout récemment a fait des vélos d'enfants. Puis voilà. C'est sûr qu'il y en a d'autres que j'oublie. Ouais. C'est incroyable. C'est vrai que ça...
ça a modelé pas mal la communauté de l'industrie québécoise. Hein. Quand je dis qu'on était des passionnés, là, c'est parce qu'on aime ça, les bicyclettes. C'est le fun de t'avoir puis de pouvoir que tu puisses partager ça, parce que souvent c'est des questions qu'on se pose, puis des fois c'est des rumeurs. Il paraît que un tel qui était chez Doberman, il était chez Balfour avant, puis là t'essaies de c'est qui, c'est quoi, ah non, oui, non, c'est pas des trucs comme ça. Ah non, c'est super. Cool! Allez, merci beaucoup. Là, c'est fini, c'est vrai. C'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, j'espère que les gens qui vont écouter le podcast vont trouver aussi intéressant les histoires que tu as racontées que moi, j'ai eu de plaisir à les entendre. Puis, j'ai tellement hâte de voir ton vélo assemblé l'été prochain, puis voir aussi qu'est-ce que tu vas nous pondre au cours des prochains mois, des prochaines années. On y travaille. On travaille. Ben, j'invite les gens, à aller voir qu'est-ce que tu fais sur ton Instagram. Comment on peut te trouver sur les médias sociaux? Mon Facebook est à mon nom, Philippe Benoît. Philippe Benoît. Mon Instagram, c'est phil@désastre, je crois. Ouais, DSASTR. Fait que merci beaucoup, Philippe. C'était super apprécié. Puis encore une fois, je vais te souhaiter une belle saison, profitez-en beaucoup. On se croise les doigts encore parce qu'on ait un bel hiver pour le fat, parce que toi aussi t'es un amateur de fat bike, et puis t'es au bon endroit pour en faire. Là. On va se croiser, j'espère, prochainement dans les trails. Donc, merci beaucoup, Philippe. Et de rien. Ici Philippe Benoît qui vous souhaite une excellente écoute. Merci d'avoir écouté QCMTB Podcast. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à cliquer sur suivre pour vous abonner et être informé de la sortie des prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis. Ça m'aide vraiment à faire grandir le projet et à continuer à vous offrir du contenu qui vous intéresse. Vous pouvez aussi me suivre et me joindre sur Facebook et Instagram pour continuer la discussion, partager vos aventures et rester connectés. Alors à bientôt et bon riding!